Bonjour, ici Laurent du Journal Tardif des Chiefs de Kansas City. Vous écoutez le podcast sportlucide.com. Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouveau podcast de Sport Lucide. Un podcast qui a failli ne pas avoir lieu. Et oui, les rénovations de nos bureaux, ou plutôt devrais-je dire, le sous-sol de Bruno vont bon train. Puis on a eu bien de la difficulté à réussir à s'enregistrer. Mais là, je pense qu'on l'a. J'espère qu'on l'a. Ah, j'espère, parce qu'on est scripté depuis un petit bout, là, puis les nouvelles vont tellement vite qu'il sera plus bon le podcast dans pas long. Là. Non, mais on attendait que les Redskins trouvent un nom. Finalement, il y a mieux rester sous le nom de Washington. Ce qui fait vraiment mon affaire, là, parce que Ouais. sinon, il faudrait tout que je change mon bit sur les Redskins. Donc, faut se dépêcher. Il va sûrement être releasé d'ailleurs, le podcast, puis le nom va être changé, mais quand on l'enregistre, c'est pas fait. Ça n'a pas été encore changé. C'est encore les de Washington. Juste les Washington. Les Washington de Washington. Oh, mais là, vous parlez des Redskins, là? Non, Absolument. non. Ah, ok. Ça n'existe plus, cette équipe-là. Ah, ok. Ce soir, j'aimerais- ça existe encore. J'aimerais ça que ça soit les Red Tail. Pour l'escadron, là, pis tout. J'ai vu le film, le film était pourri, par exemple. Ouais, mais tu sais, je veux dire, les Red Tails, je l'aime pas. Là, tu sais, même si, Ouais. mettons, je sais pas, moi, en 1640, on avait une armée de Français qui s'appelait les Queues Rouges. Dude, je veux dire, ça a mal vieilli. Je les aime, ces gens-là, je l'aime, cet escadron-là, mais le nom a mal vieilli. Ouais, mais il a surtout été mis sous copyright, là. Ouais, ben oui, mais il y a un gars. J'ai vu le dude, moi. Ah, ben là, les Redskins, anyway, on en parle tantôt, là, parce Ben que. oui, ben oui. Ben ouais, pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, là, on fait un tour d'horizon. Puis on passe à travers les 32 équipes dans l'ordre inverse de leur dernière présence au Super Bowl. Donc, on a débuté avec les Lions, on va finir avec les Chiefs et les Niners. Donc là, on est autour de la 8e équipe. Puis on va essayer d'enclencher une coupe aujourd'hui. Puis les Redskins sont dans cette liste-là. Fait qu'on va essayer de pas tout brûler la discussion, les boys, même si je le sais que mon équipe vous excite bien raide. Ouais. Puis à la place, on va commencer avec l'équipe de Johan. Ah, ça m'excite. Ça t'excite, hein? Ah, Les oui. Bengals de Cincinnati, le Tigré, hein? Leurs T'aimes uniformes ça? sont tellement sexy. Ah, écoute, ben tu sais, leur uniforme, hein, c'est pas mal leur première particularité. Leur seul. Leur seule particularité, puis c'est vraiment bien réussi, tu sais, de l'espèce de camouflage de tigre, parce qu'ils se camouflent très bien dans la NFL. Je veux dire, tu peux écouter une saison complète puis pas les voir à la TV, puis tout va bien, anything goes. Non, mais plus sérieusement, ça a déjà été une bonne équipe. Ils se sont rendus en finale 2 fois, puis ils ont dû affronter 2 des plus grands duos coach corps arrière de l'histoire, là. Soit Bill Walsh et Joe Montana. Montana ou Montana? Montaigne. Montana. Puis 8 ans plus tard, ils ont affronté Walsh et Steve Young. Pour ceux qui ne connaissaient pas Bill Walsh, un des entraîneurs les plus influents de l'histoire de la NFL, c'est l'inventeur du West Coast Offense. Dans son pedigree, là, son arbre généalogique de coaching, tu peux trouver des gars comme Andy Reid, les frères Harbaugh, Mike Tomlin, Shanahan père, donc on pourrait aussi dire Shanahan fils, Mike McCarthy, puis il y en a vraiment plein d'autres. Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est que Walsh a été assistant chez les Bengals pendant plusieurs années avant d'être remercié de ses services. Oh. Ah ouais, fait que finalement, ces 2 défaites-là, c'était plus ou moins de la malchance. Je dirais que c'était plus du karma. Okay? C'est revenu, les morts, il y avait un très bon coach avec eux, ils l'ont laissé partir. Un peu comme... j'ai dit que je parlerais pas des Skins, mais un peu comme ce que les Skins ont fait avec Sean McVay. Ouais. Ouais, vraiment. C'est vrai. Ouais. Mais là, regarde, nouveau coach, de new beginning avec un nouveau carrière. Est-ce que c'est le début de l'ère Joe Burrow? Ah, moi, à chaque fois que j'entends ce nom-là, on dirait que je m'imagine comme, tu sais, une espèce de feu d'artifice qui éclaire dans le ciel, là. Tu sais, qui amène comme l'apparition d'un ange, man, qui nous permet de voir le futur comme dans tous ses éclats. Toi, tu parles-tu de l'avenir, là, en ce moment? Oui, je parle de l'avenir, man. Mais en même temps, je suis surtout en train de divaguer, man.
Parce que oui, on parle de Joe Burrow, puis moi je pense que Joe Burrow c'est le prochain talent générationnel. Ce terme-là, on l'a tellement entendu. Moi je pense que c'est le prochain Mahomes, c'est le prochain Jackson, mais je vois ça quand même dans le futur. Hein. Parce que, premièrement, les Bengals partent de loin, comme on sait, l'année passée, ils ont fini bon dernier. Ils se sont vraiment très très bien camouflés l'année passée. Oh oui. Puis, On a parlé beaucoup d'eux, vu Burrow, justement. ouais, puis dans le fond, moi je pense que en plus ce qui arrive aussi, c'est que c'est un corps arrière qui est recru, puis qui arrive dans une saison de malheur à cause du COVID. Fait que moi je pense que c'est un excellent corps arrière, premièrement, juste parce je pense que si je me trompe pas, il y a eu 9 records. Il a battu 9 records dans son année senior l'année passée avec les Tigers de LSU, dont 60 touchdowns. C'est comme ridicule. Les autres, ils ont moins de matchs que la NFL, là. Ils en ont genre 12. Ouais, c'est ridicule. Ouais, fait que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis je pense que les Bengals ils ont assez payé pour le karma, les erreurs du passé. Fait que dans le fond, le futur est promettant avec Joe Burrow. Ben ouais, parce que tu sais, quand on y pense, il y a deux choses que tu peux gagner au bout d'une saison de football. Là. C'est le Super Bowl ou le First Overall. Fait que dis-toi que tu fais partie des deux gagnants de la saison dernière. Ouais. Mais Joe Burrow fera pas ça tout seul. Ça, c'est certain. Il y a quand même une offensive qui est stackée. Là. Mais parmi tous ces gars-là, là, lequel vous voyez supporter Joe Burrow un maximum? Ben, moi, je pense que ça n'a pas le choix d'être Joe Mixon. Est-ce qu'il va le supporter? Je pense que oui. L'année passée, il a prouvé que malgré une équipe de misère, il a pu retrouver son rythme un peu plus tard dans la saison, là, début de saison difficile. Là. Mais les Bengals, ils ont quand même amélioré beaucoup leur O-line cette année. Là. Tu sais, l'année passée, leur first pick qui avait été blessé, il n'a pas joué de l'année. Fait qu'ils ont comme 2 recrues sur la O-line. Quoique c'est pas la première année qu'on dit qu'ils ont amélioré leur O-line, là, mais bon. Fait que je pense que Mixon, si il peut avoir une solide saison, c'est ça qui va aider le plus Burrow. Parce que oui, ses receveurs sont, comme tu as dit, sont quand même stackés. Là. J'aime beaucoup le talent des receveurs, surtout si AJ Green est en santé. Mais comme on a dit, avec une saison particulière, je pense que la préparation ne sera pas à son max. Fait que il va falloir que sa saison numéro 1, ça se passe au sol. Ouais, puis Joe Mixon en plus, j'aime ça, parce qu'en plus, il peut l'aider au niveau de la passe. Là. Ça peut être un bon Ouais. dépanneur. C'est un gars qui est capable vraiment de faire toutes les facettes du jeu d'un porteur. Un porteur très complet, puis je dirais sous-estimé même. Ben là, je pense qu'il est plus. Ben, en tout cas, mettons, je parle au niveau fantasy, il est plus trop sous-estimé. Là. Le monde, ils ont les yeux grands ouverts. Grands Ok. ouverts. Il est en mode. Il est en mode. Là. Plus que quand il s'est fait drafter, puis le vidéo qui a punché une fille sur le terrain, il était pas très populaire. Non, mais c'est ça. Tu sais, ça fait 4 ans, le monde a oublié. C'est comme si de rien n'était. Ah ouais, hein, c'est fou, Red. Faut quand même considérer Boyd aussi. Je veux juste dire que Joe Ouais, Burrow il utilisait vraiment son slot Justin Jefferson l'année passée. Je effectivement. pense que Boyd peut être solide aussi cette année. Ouais, bien vu, bien vu. On enchaîne avec la meilleure équipe, selon moi. Ok, après la meilleure équipe de Johan, la meilleure équipe selon moi, les Washington Redskins. Puis là, je vous entends là, me dire Hey, il dit encore le mot Redskins, c'est raciste de dire Redskins à la radio. Puis je le sais que l'équipe, ok, elle a fait la une pour les mauvaises raisons dernièrement. Ok, je l'admets que le nom d'équipe, les Redskins, n'a plus sa place en 2020. D'avoir utilisé un slang racial à chaque coup qu'on a à parler de l'équipe des Redskins, c'est pas éthiquement correct. Ok? Mais il ne faut pas oublier que les Redskins ont déjà été pas mal plus nobles que dans l'ère de Dan Snyder. Comme, par exemple, lorsqu'ils ont été sacrés champions du Super Bowl en 1988 et qu'il était mené par Doug Williams, le premier carrière noir à gagner le Super Bowl et qui avait été aussi le MVP. Donc, il a ouvert la porte à beaucoup de carrières, puis d'enfin un peu venir enlever l'adage qui disait que le carrière, c'était une position de blanc. Puis ça s'est pas fait immédiatement après lui, mais ça continue de se faire. Puis, tranquillement, pas vite, on est enfin arrivé à utiliser les corps arrière, peu importe la couleur de leur peau, mais plutôt pour leurs attributs physiques, qu'est-ce qu'ils peuvent amener sur le terrain. On se retrouve là, l'année passée, moi je serais prêt à dire que Pat Mahomes, Russell Wilson et Deshaun Lamar. Watson.
Lamar Jackson, puis je dirais peut-être même Deshaun Watson, c'est serré, mais en tout cas, le top Dak 3, Prescott. Dak Prescott, Le top Kyler 5. Murray. Ouais, c'est ça. C'est fou comment ça. Enfin, on peut les voir, ces joueurs-là. Talentueux, puis certains qui couraient, certains qui sont plus des pocket passers. En tout cas, chapeau. Donc, je voulais juste au moins mettre une petite lettre de noblesse aux Redskins une dernière fois avant qu'on les change de nom. Pourquoi ils n'ont pas toujours été aussi dégueulasses que depuis que Dan Snyder est propriétaire de l'équipe. D'accord? J'ose le dire. Puis j'étais fan avant Dan Snyder aussi. Puis là, je suis en train de me reconsidérer un petit peu. Hein? Ah, ça, c'est triste à entendre. Ouais, parce qu'on est loin des beaux jours, là, de quand l'équipe s'appelait les Hogs, dans l'honneur de leur gros cochon sur la O-line. Tu sais, c'était du beau football, c'était du football de tranchée. Puis, Il essaie de faire ça sur la D-line un peu. Il essaie tranquillement, tu sais. Mais en tout cas, ils ont parti, comme tu dis, là, ils sont allés défensivement sur la ligne. Et là, la O-line, ça se défait. Brandon Scherf ils sont pas arrivés à le signer à long terme. Ils ont perdu le left tackle aux mains des 49ers, le left tackle que je n'ose plus prononcer le nom. Trent Williams. Ouais, mais ils ont déjà été mieux, d'accord? Ils ont déjà été plus actuels. Là. C'est des... En tout cas, ça va pas bien pour les Redskins, mais on va attendre de voir l'annonce. D'ailleurs, en plus, là, je sais pas si ça va être sorti, mais moi, je suis bien plugué sur les Redskins. Puis apparemment, il y aura un autre report en plus qui sortirait qui serait très peu élogieux pour les Redskins, puis comment l'équipe est gérée, puis ça n'a même pas rapport avec le nom. Ah. Donc là, c'est scandale après l'année dernière quand il y avait eu du mistreatment pour les cheerleaders de l'équipe. Hein, j'ai pas entendu ça. Ah non, tu iras voir, ils avaient traité un peu comme des escortes, ils avaient amené avec des gens riches, en tout cas. Là. S'en sont servis comme femme objet, whatever. Je suis triste un peu d'avoir choisi. Tu sais, comme toi, Bruno, qui a choisi les Raiders. On était jeunes quand on a choisi nos équipes. Hey, je suis pas triste pantoute. On était jeunes. On a fait des erreurs dans notre passé. Puis là, je suis en train de me demander si je peux pas la réparer. Puis je suis vraiment en réflexion. Là. Sincère. Mais bon, hein? Je vais quand même me gâter là, pour la dernière fois. Là. Déjà que je le fais pas mal, ça doit faire au moins 15 fois que je dis Redskins. Mais est-ce que Dwayne Haskins est enfin le carrière d'avenir des Redskins? Moi, je pense que Dwayne Haskins est quasiment aussi louche que l'organisation pour laquelle il joue en ce moment. Dans le sens que l'année passée, je pense que ça n'a pas été facile pour son début de recrue. Il a commencé à jouer après le bail pour prendre la relève de Case Keenum. Puis là-dessus, je veux dire, il a fait quand même des bons coups, mais je pense qu'il a vraiment pas impressionné qui que ce soit. Puis cette année, dans l'off-season, ben, les Skins ont été chercher Kyle Allen, les Panthers, pour compétitionner un peu avec le poste de carrière. Fait que je pense qu'ultimement, excusez-moi, je le dis souvent, ce mot-là. Ça vient tout seul. Mais bref, il va devoir se prouver cette année parce que je pense que le staff de Washington ne sera pas nécessairement patient avec son développement. C'est un peu de la manière que je le vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas ce régime-là qui l'a repêché après tout. Mais ouais, j'ai vu les vidéos au moins de ce que j'ai pu voir. Il a perdu son gras de bébé. Là. Il a l'air un peu plus sérieux dans son entraînement. Là. Je suis pas un fan de Dwayne Haskins depuis qu'il était repêché. Je trouvais qu'il avait l'air de manquer un peu d'éthique de travail et de connaissance du jeu. Mais je pense que là, il a catché peut-être qu'est-ce que ça prenait pour être carrière dans la NFL. Puis j'ai vu les vidéos, le gars, il a l'air de travailler fort, ce que je pouvais pas dire auparavant. Puis là, c'est cool parce que dans le fond, il s'aligne avec son ancien compatriote de Ohio State. Et on salue Alex au passage, Terry McLaurin. Mais à deux, je pense pas qu'ils peuvent carry l'attaque des Skins. Surtout pas quand tu dois affronter les Eagles et Dallas 2 fois dans l'année. Vous noterez que j'ai pas nommé les Giants. Quel playmaker va step up avec Terry? Personne, man. Il n'y a personne pour step up avec Terry. Pauvre lui, parce qu'il va être tout seul cette année. Puis pauvre Dwayne Haskins, puis il n'y a pas d'aide à nulle part. Puis là, Kelvin Harmon, puis tu sais, oui, je suis obligé de nommer Kelvin Harmon comme receveur numéro 2. Il s'est pété la ACL aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui. Cette semaine. Ben, hier, peut-être. Ça fait pas longtemps. Là. Ouais, ou c'est maximum hier. En tout cas, peu importe. Puis, fait
Pas trop d'aide, là. Je sais que vous aimez bien Steven Sims. Steve Sims? Sims, ouais. Sims. Euh, Puis au poste de porteur de ballon, on s'entend que Darius Guys va encore se blesser. Fait que là, ça va être Wow! Peyton Barber puis J.D. McKissick, le duo. Ben non, Parce ça va qu'on être Adrian Peterson. Non, Peterson, il va s'en aller. C'est pas le même régime, il s'en fout. Ah Peut-être non. qu'Antonio Gibson va être Oui. intéressant, mais Peyton Barber, J.D. McKissick comme duo, là, fouah. Les nouvelles signatures, là, c'est le régime qui les a amenés. Bryce Love? Ouais, peut-être Bryce Love, un autre qui boite. Ouais. T'es smart, t'es smart. Cool. Mais attends, tu sais que tantôt on parle d'Oakland aussi, hein? Ouais, c'est vrai. Je vais m'en Mais, reprendre. mettons, là, petite parenthèse, si Darius Guy se blesse pas, j'avoue qu'il pourra avoir une seule saison. Ouais. C'est lui qu'il faut qu'il step. Tu sais, c'est lui, dans le fond, qu'il faut qu'il aide Terry, puis Askin, puis qu'il step up. Un peu comme Mixon, puis j'ai beaucoup plus confiance en Joe Mixon, mettons. Ouais, ben, guys, ça a été un peu pénible, là, jusqu'à date avec les Skins, mais on va se croiser les doigts que cette année va être différente. Donc, on va passer de mon malheur au malheur de d'autres personnes en parlant des Bills et de leurs 4 défaites successives au Super Bowl. Et ça, c'est beau, man. J'ai j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai écouté les 4 en ligne. J'ai suivi la saison, voir comment ça s'était passé. J'ai écouté les football live de Jim Kelly puis tout. Puis man, c'est fou comment il aurait pas dû perdre ça. Pas Ah, 4. c'est une histoire de fou pour vrai, là. Euh, Puis je suggère à tout le monde. Je sais qu'il a sur DAZN, Ouais. NFL Film. C'est quoi le nom? C'est C'est les 4. Ben, il y a Football Life de Jim Kelly, mais les 4, pour vrai, là, par cœur, je sais pas. Mais il y en a un. En tout cas, Ouais, il est sur NFL Film. ouais, c'est ça. Il y en a même deux. Il y en a un qui est plus intéressant que l'autre, mais il y en a deux. Mais j'avais aussi écouté tu sais, les résumés de chacune des saisons, pas nécessairement qui visaient les Bills, là, les résumés, là. Fait que mes affaires les 40 Super Bowl là, que vous connaissez. Ouais, En ouais, tout ouais. cas, peu importe. Mais tu sais, comme c'est une équipe innovatrice qui arrivait en playoff, puis le mauvais temps les faisait perdre, on dirait. Ouais. Ben, regarde, justement, j'allais en parler, là, parce que, dans le fond, ils ont perdu de 90 à 93. Là. Mais des fois, mes années sont off un peu, vu que le Super Bowl est comme l'année qui suit la saison. Là. Je suis jamais trop sûr de quelle année je dis. Mais bref, on a perdu 4 en partant des années 90. Puis moi, je voulais parler de la première. La première apparition au Super Bowl, parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une offensive qui était innovatrice. Puis il l'appelait la K-Gun, K pour un K. C'était très passe à pied, puis c'était up-tempo, no huddle. Ça roulait vite, puis les défensives de la NFL étaient juste pas prêtes. Ils étaient pas prêts, les gars se fatiguaient, ils étaient pas capables de switcher leur personnel. Puis Jim Kelly était assez bon pour lire les défensives, puis savoir quel joueur allait être ouvert, puis rouler ses jeux comme ça, puis juste mettre un pace incroyable à l'autre équipe, puis passer le ballon. Puis ils ont pas pogné leur mur avant le Super Bowl. Ok, c'est eux qui ont fait. Dans le fond, ils ont affronté les Giants en finale du Super Bowl. Puis c'est les Giants qui ont vraiment établi le blueprint de comment bien défendre l'attaque dévastatrice de Jim Kelly et des Bills. Puis, ben, le DC des Giants, c'était qui? Bill fucking Belichick. OK? Oh. Je cherchais. Ouais? C'est Bill Belichick, OK? Puis Bill Belichick, là, je vais vous dire à peu près comment il a réussi à tuer l'offensive up-tempo, no huddle. Sûrement en trichant. Non, mais... Regarde, non, mais... OK, je vais te dire. Dans le fond, première chose, il voulait essayer de baisser le tempo de l'offensive des Bills. Donc, il s'assurait que les joueurs défensifs restent par-dessus le joueur plaqué pour pas qu'il puisse se relever rapidement. Ça, c'est la première chose qu'il faisait. Ensuite de ça, il faisait exprès pour mettre le ballon à des mauvais spots. Les joueurs défensifs bougeaient le ballon. Puis pendant qu'ils se plaçaient, puis que mettons, le centre mettait le ballon, ou l'arbitre mettait le ballon au sol, ils l'accrochaient avec leurs pieds pour le déplacer. Fait que là, il faut que l'arbitre revienne le placer. Fait que ça, c'était leur moyen un peu de s'acheter du temps. C'est pas de la tricherie. C'est jouer pas mal avec les règles, pareil. Ouais, ça ressemble à genre quand tu écoutes U Sports, puis le joueur de centre, il pogne une crampe au mollet à chaque coup qu'il y a une interception. Là.
s'il vous plaît, là, les Carabins puis Laval. Là. Bon, bref. Puis après ça, pour essayer d'enlever le côté vraiment pass-happy de l'offensive, parce que là, il venait de réussir à régler un petit peu le tempo, euh, il a joué en nickel par dime tout le match, ce qui était vraiment pas la norme à l'époque. Puis, il mettait le strict minimum de joueurs en 3 points d'appui, soit un ou deux joueurs dans le milieu de la ligne en 3 points. Sinon, tous les autres gars étaient debout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, avec les Patriots, il faisait cette défensive-là, il l'a popularisé beaucoup, je ne me souviens plus comment il l'appelait, mais il y avait juste le nose tackle qui était en 3 points d'appui. Puis tous les autres joueurs sont un peu en mouvement, ils bougent un peu, tu ne sais pas trop dans quel gap ils s'en vont, tu sais pas trop s'ils vont dropper, s'ils vont rusher, qui va prêter, si tu mettons pas un halfback, il n'y a pas ça dans la NFL, mais si tu le slot corner qui va blitzer, puis dans le fond, le D-line, il drop. Jim Kelly ne pouvait pas vraiment lire la défensive parce qu'il y avait trop de gars debout. Puis il venait un petit peu faire un écran de fumée en avant. Mais malgré toutes ces stratégies-là, ben les Bills sont quand même passés à un botté raté de gagner. Là. Donc, oui, Crève-cœur. ouais, vraiment crève-cœur. Oui, Belichick a réussi à les contrer, mais encore là, ben, ils ont quand même eu leur shot, tu sais. Puis je parlerai pas des trois autres défaites. Là. Il y en avait une contre les Redskins, puis Deux contre les une Cowboys. contre les Redskins, deux contre les Dallas. Contre les Dallas, ouais. Contre les Dallas. Moi, je me fais plus prendre d'un coup que les Cowboys, dans une couple d'années, c'est comme eux qui ont attaqué les Indiens, puis là... Ça devient raciste. hey, ben, tu sais, regarde, moi, j'appelle les équipes par leur ville. Donc, les Dallas avaient une équipe hors du commun. Là. C'était le temps de Michael Irvin, Emmitt Smith, Rakeman, blablabla. Mais bon, là, c'est cool parce que enfin, comme 30 ans plus tard, les Bills ont une équipe compétitive. Ça a juste pris 30 ans à rebuilder. Ils vont tout fait. Puis, tu sais, le pire là-dedans, c'est que c'est encore Belichick qui est venu les faire chier pendant 20 ans, là, en plus des battes au Super Bowl. Mais là, pourront-ils gagner la division cette année? Ah ben moi, je me disais que c'était pas mal gagné d'avance avant la signature de Cam Newton aux Patriots. C'est un peu de Ouais, même hein? que je le voyais. Moi, je pense que je leur donnais la division. Je pense que les Patriots s'affaiblissaient avec Stidham cette année. Mais là, avec la signature de Cam Newton, ben là, moi, je pense que Belichick va être capable d'utiliser tous les talents de Newton là, pour ultimement rendre les Patriots encore une team à watcher pour cette année. Ils ont une défensive qui est solide. Puis ça va encore créer de la compétition là, pour la tête de la division cette année. Là. Fait que c'est pas donné encore aux Bills. Même si je pense que les opportunités sont là. Ils ont une défensive solide. Ils ont donné un receveur numéro 1 à Josh Allen avec Diggs. Fait que je pense que ça va être une offensive intéressante pour cette année. Mais c'est pas dit qu'ils vont l'avoir tout cuit dans le bec pour le sommet de la division. Ah non, ça c'est certain que les Patriots vont être dangereux. Puis justement, j'ai eu une discussion avec Hugues sur Hugues qu'on salue, un ami de l'émission, à propos des Patriots, comme quoi Cam Newton fitait plus ou moins avec la philosophie des Patriots, avec ses vidéos qu'il publiait. Toi, t'embarques-tu là-dedans, Yoann, ou ça te Ben fait pas moi, peur? je pense vraiment que Belichick est capable d'adapter son style de jeu. Je pense qu'on l'a vu dans le passé, juste de la manière que c'était vraiment imprévisible d'une année à l'autre, puis qu'il allait avec les forces de ses joueurs qu'il avait dans son roster. Fait que je pense qu'il va être vraiment capable d'utiliser. Quand je dis les forces à Newton, moi je pense qu'il va être capable de le faire courir pour faire avancer des chaînes. Puis ça va pouvoir être bénéfique pour les Patriots cette année. Fait que je suis d'accord de dire que c'est peut-être pas le style de jeu qu'on connaît habituellement ou on a vu dans le passé. Mais écoute, c'est Belichick là. S'il n'utilise pas Newton, il va trouver une manière de tricher pour gagner. That's right. Ben, tu sais, moi, je suis pas. En tout cas, je suis pas contre l'idée. Moi, ça me fait peur de faire courir Newton vu qu'il était tellement blessé dans les dernières années. Là. Mais le draft ressemble étrangement au draft que Baltimore avait fait quand ils ont repêché Lamar, de mettre d'avoir deux tight ends dans le même repêchage, d'avoir plusieurs running backs pour courir avec lui. En tout cas, l'équipe
a l'air d'être une équipe basée sur la course. Là. Je veux dire, des receveurs talentueux, il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe-là. Puis, dans le fond, il y a Edelman. Moi, je considère les autres comme unproven. Ouais, ben, Nkelari, il est unproven, sauf qu'on s'entend qu'il a le talent. Là. En tout cas, il devrait là, avoir le talent. Absolument. Puis, Edelman est reconnu surtout pour sa grit. C'est même pas du talent. Fait que moi, j'ai l'impression que cette équipe-là va te grinder le terrain, mon gars, là, en roulant leurs 4 porteurs, parce qu'ils en ont comme une infinité de porteurs, eux. Là, on parlait-tu des Bills? Ouais, mais on a dérogé sur les Patriots. Vraiment solide. Merci de nous ramener à l'ordre, Bruno. Mais tu sais, pour vrai, j'ai de la misère d'être hype pour Josh Allen depuis que je l'ai vu en playoff l'année passée. Il avait l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, mon gars. Les lumières n'étaient pas claires, là. Mais, en tout cas, moi, ce que je me souviens, par contre, c'est que c'était un sleeper fantasy l'année passée. Je l'ai pris late, il a payé. Est-ce qu'il vaut encore la peine? Ben là, c'est sûr que l'année passée, il a fini 6e ou 8e, là, dépendamment de ton système de pointage. Là. Mais moi, je pense qu'il est encore payant parce que c'est un QB qui court. Donc, tu le drafts à peu près 7e cette année si tu le veux. Donc, l'année passée, il y a 9 des 10 QB dans le top 10 qui avaient fini avec au moins 200 verges au sol. Là, vous allez me dire 200 verges au sol, c'est quand même pas tant que ça. C'est vrai, mais il y a seulement 3 autres QB qui ont fait 200 verges au sol, dont Minshew, Fitzpatrick, qui n'ont pas joué 16 matchs, quoique il n'aurait peut-être pas fini dans le top 10 pareil, là, puis Jacoby Brissett. Fait 12. Les 12 seuls, je veux dire, porteurs, QB qui ont couru pour 200 verges, il y en a 9 qui ont fini dans le top 10. On s'entend que c'est quand même pas mal. Puis les 3 qui n'ont pas fini dans le top 10, je dirais que c'est le 3/4 si je réduisais tes fractions. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais on s'entend que les 3 autres, là, c'est pas des QB talentueux. Fait que si tu veux un QB du top 10, il faut qu'il soit capable de courir. Puis Allen, il court pas juste pour 200 verges par année. Il court pour 500 verges par année. Puis même quand son année recrue, il a fait 630, c'est encore plus. Puis on s'entend que c'est un 40 points de plus avant même de commencer la saison versus les autres QB. Fait qu'on s'entend que c'est un bon edge. C'est une coupe de passes de toucher que de toute façon, on s'entend, Josh Allen ne lancera pas. Mais tu sais, un 40 points, ça peut faire la différence quand même. Fait que moi, je pense qu'il vaut la peine, sauf que c'est pas lui qui va te gagner une semaine, ça c'est certain. Mais il est safe. Fait que si toi, t'es pas quelqu'un qui veut ni aller avec un top QB qui va te coûter vraiment cher à ton draft, ou de laisser faire les QB, prendre le dernier disponible qui est bon, puis de streamer toute l'année, puis que tu veux y aller avec un QB safe dans le milieu, ben, je pense que Allen, c'est vraiment un QB safe, mais c'est pas lui qui peut sortir un top 3 fantasy, c'est sûr. Okay. Fait que si je comprends bien, Allen va avoir une bonne saison fantasy, mais pas ses receveurs. Ouais. Mais je pense que là, l'addition de Diggs pourrait faire changer la donne un peu pour ce qui est de Allen. Mais Diggs en tant que tel, pour vrai, je m'attends à vraiment pas grand-chose. Même si tout le monde dit que Diggs, son talent, son route running est vraiment excellent, que peu importe son QB, il va être bon. J'ai hâte de le voir. Mais c'est ça, je m'attends pas à grand-chose des receveurs. On s'entend l'année passée, John Brown a été son meilleur receveur, puis il a terminé 20e receveur dans la ligue. Ben, fantasy. Fait que, tu sais, Diggs pourrait être mieux que ça un peu, là, mais il ne sera pas un receveur numéro 1. De toute façon, Diggs, moi je donne 3 matchs puis il se transforme en diva. C'est le nouveau Terrell Owens. Ouais. Sans le talent. Bon, petite flèche de lancer à Stephen Diggs. 11e équipe. Ouais, pour vrai, elle me tente moins que les autres. Là. Les Chargers de Los Angeles, anciennement de San Diego. Ben honnête, quand je suis arrivé à scripter les Chargers, j'ai juste fermé Google Doc, puis je suis allé faire d'autres choses. J'ai changé les idées. Yoann me dit la même chose. Ah, t'es sérieux? Hey, c'était pénible. Puis je cherchais de quoi dire, puis je suis revenu un peu plus tard, je me suis mis à faire mes recherches. Puis, des fois, j'ouvre plein de pages Wikipédia, plein de beatwriters. Pour vrai, le silence radio, rien de le fun à dire. Même leur seule présence, parce qu'ils en ont juste une au Super Bowl en 94, c'est un flou. C'est un flou qui ont surpris tout le monde avec une saison un peu hors de l'ordinaire. La saison d'avant, c'était de la merde. La saison d'après, c'était de la merde. C'est comme...
Il n'y avait pas leur place là. Et ils se sont fait exploser d'ailleurs. Le seul shout-out que je peux faire, c'est à Junior Seau, qui était l'image de l'équipe à cette époque-là, qui était à peu près le seul joueur qu'on peut se souvenir de ces années-là, qui était un linebacker assez exceptionnel, mais en même temps, c'est peu. C'est peu dans une histoire de football d'autant d'années. Mais finalement, je suis tombé sur ce qui nous a fait aimer et connaître les Chargers à tout le monde de mon époque, c'est que les Chargers ont réussi à mettre au monde le Messi du fantasy football. Le Messi, il venait directement du ciel, LaDainian Tomlinson. LT, là, il a solidifié le poste des porteurs, le poste numéro 1, je veux dire, dans le scheme des différentes positions dans un fantasy football. Les porteurs occupent le poste numéro 1, puis il l'a solidifié, surtout les porteurs de ballon élite. Son année 2006, il a tous les records. Même McCaffrey l'année dernière ne l'a pas battu, ni en PPR, ni en FPPR, ni en standard. Cette année-là, LT avait scoré 31 touchés. 31 touchés, man. C'est fou, là. C'est genre pas loin de... C'est genre à un touché de 2 par semaine. 2 par game. C'est débile. C'est juste débile. Puis cette année-là, il avait cumulé 1800 verges au sol. Je pense qu'il tournait autour de 2300-2400 total yards. À une époque où on passait pas tant que ça au porteur. On passait à lui, on passait à Marshall Faulk, mais c'était à peu près ça. Saison exceptionnelle. Y a-t-il des chances qu'on revoie ça? Une saison comme lui, ça? Ouais, similaire, mettons. Ok, ben, tu sais, similaire, ouais. Similaire, ça va être dur à faire. Tu sais, je pense que le plus similaire qu'on pourrait pas avoir, c'est McAfee, puis c'est grâce au jeu aérien qu'on connaît maintenant, là. Mais tu sais, moi, je pense que l'ère des porteurs de ballon de type cheval de trait est pas mal révolue. Il y en a plus bien dans la ligue, là. Il y en a 5-6, là, puis on va y chercher là, si on voudrait les nommer, là. Fait que je pense pas qu'on revoit ça, là, à moins que la NFL leur devienne un bon vieux power football comme dans le temps. Puis j'en doute vraiment parce que on s'entend que ça s'enligne plus vers une ligue de flag football que d'autres choses, là. Oh, oui. Fait que non, je pense qu'on ne reverra pas ça, là. C'est une ligue de flag football, sauf que dans la NFL, c'est les arbitres qui pitchent les flags. Ouais, bon call. C'est pénible. Puis ouais, une équipe qui est dure à trademarker, là, à part l'époque du bleu poudre de LaDainian Tomlinson. Là. C'était tellement laid. C'était dans le temps de North Carolina. Pis tout. Ils ont popularisé le bleu poudre là, quand on était au début secondaire. Là. Tu sais, là, la mode qui a duré comme 6 mois. Trop longtemps. Ça fait pensant à c'est pathétique. Ok. Mais ouais, ils vont être capables de. Est-ce que Justin Herbert va pouvoir les aider à brander un peu leur équipe à Los Angeles? Parce que personne ne les aime. Là. Ben, il va falloir. Il va falloir parce que sinon ça va rester sur le plateau qu'ils sont en 2020, c'est-à-dire une équipe vraiment pas excitante. Mais, ouais, c'est pénible certain. Mais de la manière qu'ils ont géré leur off-season, j'ai quand même un peu de misère à voir Herbert starter over Tyrod Taylor pour cette année. Ce qui est pas peu dire, là, parce que Tyrod, là, ouf! Ouais, mais je vais expliquer mon point de vue. Moi, de la manière que je vois ça, c'est parce que Herbert, sa faiblesse à sa dernière année dans la NCAA, c'était vraiment les jeux où est-ce qu'il était face à la pression. Et dans le fond, Herbert performe quand il y a une clean pocket, ultimement. Okay. Puis, avec cette année, les Chargers avaient 6 picks au draft de 2020. Puis, ils ont aucunement été chercher de joueurs pour protéger leur corps arrière. Fait que je pense que Herbert, pour le mener à terme, ultimement, c'est plus fort que moi. Moi, j'ai plus ri à cause du mot à terme. Là, il l'a accouché, c'est ça? Ouais, exactement. Fait que 2020, ça va être Tyrod Taylor. Puis Herbert, ça va être 2021. Mais qu'il soit prêt puis qu'il ait vieilli un peu comme un bon vin. Là.
Oh, Tu penses qu'il va jouer l'année au complet, Tyrod Taylor? Ouais. ben, Il est dans pas une. si souvent. Moi, je déteste pas la vision que Johan a parce que d'expérience, dans des ligues de football, des équipes de football où tu as moins de temps à te préparer, la défensive prévaut toujours sur l'attaque. Puis souvent, en étant capable d'amener de la pression, puis que l'offensive n'est pas en mesure de gérer la pression qui s'en vient, parce qu'ils n'ont pas eu assez de tape, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de monter leur carrière à justement pouvoir ajuster les protections, voir les jeux. Donc oui, je pense que ça va être plus difficile pour les carrières recrues cette année. Les défensives vont être probablement avantagées. Puis s'il y en a bien un, comme Johan a dit, qui avait de la difficulté contre la pression, puis sa prise de décision, c'est Justin Herbert. Fait que, quoique je déteste Tyrod Taylor, je pense que ton thinking fait du sens. Fait du sens. On parle d'une autre équipe, là? Ouais, ça serait le fun, s'il vous plaît. Ouais, ça me tente pas tant, c'est les Cowboys de Dallas. Ah, Les ok. Cowboys de Dallas qui sont allés au Super Bowl vraiment souvent. The America's Team, OK? Mais moi, cette équipe-là, elle me fait pas tant penser à l'America's Team. Moi, elle me fait penser aux Canadiens de Montréal. Hein? Dernière coupe en 93, les Cowboys c'était en 95. Ils roulent sur leurs bonnes années. Tu sais, les bonnes années des Cowboys, c'était dans les années 70. Ils ont eu un petit regain de vie dans les années 90, mais un petit regain de 3 Super Bowls. Mais ils sont allés 5 fois dans les années 70 euh, au Super Bowl. Puis c'était au début de la fusion de la Ligue. À vrai dire, depuis les deux premiers Super Bowls de la fusion de la Ligue, c'est les Cowboys qui l'ont gagné, 70-71. Mais, tout comme le Canadien, ça fait poète-poète depuis une couple d'années. Euh, c'est une équipe qui est comme bonne, mais pas bonne. Elle fait série, mais jamais contender. Elle a des bons joueurs, mais elle a quand même beaucoup de lacunes. Euh, Quand ils ont gagné le Super Bowl 92, 93, 95, c'était le génie de Jimmy Johnson. Pour ceux qui ne connaissent pas Jimmy Johnson, c'est lui qui a mis sur la map des échanges lors du repêchage. C'est lui qui a inventé une charte de valeur des choix au repêchage. Donc, lui, il a établi quelle valeur devait être associée à tel ou tel choix au repêchage. Euh, Puis, il a abusé de tous ces échanges-là. Il en a fait plus qu'il n'y en avait jamais eu dans la ligue, je pense, overall, parce que les équipes habituellement étaient juste contents de repêcher à leur spot, à moins qu'ils voulaient un joueur en particulier, là, ils tradaient up. Mais personne tradait down. Puis lui, c'est ça qu'il s'est mis à faire avec sa charte. Il a échangé un paquet de choix pour essayer de se monter une équipe rapidement. Puis, ben, comme de fait, il a fini par avoir Emmitt Smith, Troy Aikman, Michael Irvin sur la même offensive. Sans compter ce qui se passait en défensive. Il a réussi à faire venir dans son équipe aussi pendant un an Deion Sanders. Donc, il a réussi à mettre un paquet de vedettes sur le terrain grâce à ses stratégies, euh, grâce à ses skills de directeur général. Tout ce qui prouve encore une fois que les meilleurs directeurs généraux sont aussi habituellement les entraîneurs de l'équipe. Euh, Si tu veux que je te fasse à manger, laisse-moi faire l'épicerie. La Oh! citation de Bill Parcells. Bon call, bon call. Ah ouais, c'est Bill qui a dit ça. C'est Bill Parcells qui a dit ça. Donc là, bref, on voit où ce que un peu Jerry Jones s'en va. Je pense qu'il a juste. Il se souvient juste à quel point Jimmy Johnson était un GM hors pair, puis il essaie de recréer un peu ce qui s'est passé sous les ordres de Jimmy Johnson, qui est, en tout cas, là, je dis ça à travers mon chapeau, mais il me semble qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps, Jimmy Johnson. Oh. Puis, ben, il n'y a pas si longtemps, une couple d'années. Puis, mais je pense qu'il essaie de recréer un peu ce qu'il a fait en se créant un gros trio, comme il y a eu avec Emmitt Smith, Rakeman, Michael Irvin. Est-ce qu'on peut peut-être envisager que le trio actuel des Cowboys pourrait venir qu'à côté le trio d'Hall of Famer des années 90? Il n'y en a pas question. Premièrement, Jimmy Johnson n'est pas mort. Il est pas mort, Jimmy Johnson? Non, pas de ce que je vois sur Wikipédia. Ok, my bad. Mais... Un autre Johnson. Ouais, mais 2020 n'est pas fini. Tu l'as dans ton Deadpool, quoi? Ouais, non, ouais, on peut pas comparer avec le trio d'avant parce que c'est sûr que là, tu vas me parler de Dak Prescott avec Ezekiel Elliott, mais tu sais, c'est quel receveur que tu me nommes? Amari Cooper. OK. C'est sûr, c'est pas CeeDee Lamb bientôt?
Peut-être. Tu sais, quand tu te demandes, Ouais. quand tu te demandes c'est quel receveur, puis que le receveur numéro 2 l'année passée a fait les mêmes stats contre le receveur numéro 1, le Gallup versus Cooper. Ok, oui, Cooper était un peu blessé, mais quand même. Euh, non, tu peux pas comparer en cause de ton receveur. Je pense que peut-être Lamb, quand il va être à son prime, tu pourrais commencer à en parler. Mais est-ce que Ezekiel Elliott va être rendu trop vieux? Euh, Peut-être. Fait que non, je pense que c'était le trio là, que tu as nommé, là, Emmitt Smith, Troy Aikman, Michael Irvin, sont indétrônables. Les Oh! triplets, Ouais, mais fait que là, toi, tu write Cooper off, là. ben pas off, là, mais Toi, tu tu sais, penses que Lamb va être meilleur que Cooper. à- euh, ouais, moi je pense qu'à la saison 3 de Lamb est rendu numéro 1 des Cowboys. Ça sera peut-être pas nommé au début de la saison 3, mettons, mais dans sa saison 3, il va prouver que c'est lui le numéro 1 des Cowboys. Puis le contrat de Cooper, il est fait de telle sorte que ben, ça se peut que Cooper se fasse couper si Lamb devient numéro 1. OK, ils ont des opt-out dessus. Ouais, Ah, c'est après bon. 2 ans seulement. Man. Hey, puis je veux m'excuser à Jimmy Johnson, je vais me sentir mal s'il meurt comme en 2020 à cause de Johan, parce qu'il est clairement pas mort. Je me suis trompé, ben, je me suis trompé de gars. Trompé de Johnson Ah, encore. Il y en a j'avais pas. les doigts croisés, inquiète-toi pas. Les odds sont quand même là que Jimmy Johnson soit mort en 2018, quelqu'un nommé Jimmy Johnson. Là, tu sais. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être Ouais. un autre Jimmy Johnson, je suis sûr que oui. Mais là, on a parlé de Lamb, on a parlé de Cooper, on a parlé de Prescott, on a parlé de Zeke. Qui parle de Michael Gallup? Gallup? On peut-tu l'appeler Michael Gallup? Michael Gallup, Hein? j'aime ça, man. Qu'est-ce qu'on fait de Michael Gallup? Mais en même temps, Gallup, je trouve que ça fit aussi avec le fait que c'est un cowboy, là. Ouais. Tu sais, ça, Oh! j'ai tout le temps trouvé ça nice, Michael Gallup qui est dans les Cowboys. Tu sais. Penses-tu que c'était ça qui était écrit dans le scouting report? Ah, c'est sûr que Jerry Jones a tombé pour ça. Hein. Ben, c'est moi qui va parler de Gallup selon notre script. Là. Dans le fond, Briser Juste- la On magie. n'est pas du habitué de complet. scripter, les gars. Là. Sorry. juste pour donner une idée de l'année passée en FPPR, Amari Cooper a fini 10e sur les receveurs. Puis Michael Gallup a fini 22e. Fait que quand même, tu sais, ils ont vraiment bien performé tous les deux. Cette année, Je pensais qu'il était plus serré que ça. C'est quoi? C'est le nombre de touchés qui est différent entre les deux, vraiment en faveur de Cooper? en ce moment, j'ai pas la statistique. Ah, J'ai ok. vraiment juste dans le fond, les pointages qui Le- ont été faits l'année passée, là, Ouais, overall. écoute, continue à parler, puis je vérifierai ça pour moi-même. Ouais, ben c'était juste pour se donner une idée. Qu'il faut quand même pas l'oublier, Michael Gallup. C'est sûr que l'ajout de CeeDee Lamb cette année, ça fait de l'ombre un peu sur Gallup. Puis c'est la performance de Amari Cooper. Il a quand même fini dans le top 12 l'année passée. Fait que je pense que les gens sont peut-être plus timides avec Gallup. Mais quand même, si on regarde au niveau de leur classement pour la saison 2020, en ce moment, Gallup il est classé dans le 5e tiers des receveurs en FPPR. Puis on retrouve juste au-dessus de lui, pour débuter le 5e tiers, Jarvis Landry, AJ Green, Tyler Boyd. Après ça, on a Gallup en 31e position. Après ça, on a Marquise Brown et Julian Edelman qui suivent Michael Gallup. C'est pas mal ça le ranking en ce moment. Pour moi, je pense que c'est quand même un bon spot. Là. C'est sûr que je le mets tout de suite en arrière de AJ Green puis Tyler Boyd. Là. Quand même, tu sais, je veux dire, ils vont jouer avec Joe Burrow. Là. C'est quand même une coche au-dessus de Dak Prescott. Fait qu'ultimement... Hey, j'ai le droit de... Hey, come on. Man, c'est la première fois que je vis ça, man, je peux-tu l'apprécier un peu? Ah, prêche pour ta paroisse. Fait que même si on dit qu'il est quand même oublié, qu'il est victime un peu de l'ombre qu'il a sur lui-même avec CeeDee Lamb et Amari Cooper, moi je l'ai dans 2 pôles, puis je suis vraiment content. Moi je pense que cette année, il va être capable d'être vraiment performant. Et il joue à l'extérieur. De la manière qu'on entrevoit ça, CeeDee Lamb serait dans le slot, Amari Cooper Gallup à l'extérieur. Si Amari Cooper se ramasse avec le meilleur corner, à ce moment-là, ça pourrait ouvrir la porte à Gallup, un peu comme ça a fait l'année passée.
Fait que je pense que pour cette année, il va être encore solide. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est sûr qu'ils vont pas skimmer pour Gallup. Ils vont skimmer pour Zeke, ils vont skimmer pour Cooper. Bien vu. Hey, moi, je veux dire, Johan, que dans tout ce que tu as nommé, là, pour moi, Gallup, c'est le numéro un. Over Jarvis Landry? Over Landry, Green, Boyd, Marquise Brown, puis Edelman. Je suis quand même étonné. Hein. Moi, c'est mon dernier, mais on en Oh, shit! on en discutera un autre jour. C'était fait. On va enchaîner avec une autre équipe du Sud, une équipe sudiste un peu. Les Titans de Nashville Hmm. ou du Tennessee, on pourrait dire. Une équipe qui est reconnue pour deux moments saillants des playoffs de 1999, qui impliquent les deux fois un receveur très sous-estimé du nom de Kevin Dyson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous l'avez certainement vu en photo, s'étirer en essayant d'aller mettre le ballon sur la ligne de toucher sur le dernier jeu du Super Bowl et ne pas y arriver. Donc ça, c'est un des deux jeux saillants. Et l'autre, c'est le Music City Miracle, un jeu qu'on voit en boucle à chaque année quand on écoute la NFL. C'est encore les Bills qui ont payé le prix là-dessus. Les Bills prennent l'avance, il reste 16 secondes, ils font un botté de dégagement. Frank Wycheck, qui est un tight end, a le ballon dans les mains, court dans un sens, puis subitement se retourne et lance une curve sidearm incroyable de bord en bord du terrain à Kevin Dyson qui l'attrape. Puis c'est vraiment bizarre parce que quand tu regardes ce jeu-là, tu as l'impression que la passe est par en avant, Tu ne passes pas en avant. mais elle est zéro par en avant. Et quand tu as les angles, tu vois qu'elle est captée puis où elle a été lancée, mais c'est de la manière que Wycheck lance, le bras tendu, sidearm, ben raide, comme un joueur d'arrêt court qui fait un double jeu. Puis finalement, Dyson l'attrape, marque un toucher, bam, il passe les Bills et finalement se rendre au Super Bowl pour qu'encore une fois Kevin Dyson réussisse presque un miracle en s'étirant. Mais ils l'ont pas eu. Okay? Ça, c'était du peak Jeff Fisher à Nashville. Il a déjà eu un pic, lui. Ah, ben, Super Bowl. Super Bowl, c'était peak Jeff Fisher. Il a sûrement fini 9-7 en saison. Ben écoute, ben, ça se pourrait. J'ai pas la statistique, ça se pourrait très bien. Mais à cette époque-là, il y avait une belle équipe, par exemple. Il y avait McNair, il y avait Eddie George qui était peut-être pas Derrick Henry, mais il était badass pareil. Là, Ok, 13-3. Ah, il était 13-3? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que Peak Jeff Fisher, c'est ça, puis c'est le 2000 verges de CY2K. CJ2K, excusez. Ouais. Ça, c'était les deux pics de Jeff Fisher. Mais là, c'est plus Jeff Fisher, c'est Mike Vrabel, que j'adore, qui a une personnalité quand même nice. Je sais pas si vous avez regardé le repêchage avec son gars en morph suit. Ouais. Puis l'autre avec une espèce de longueuil. Il est vraiment Il n'y a pas eu nice. une controverse, genre de quelqu'un qui était à poil, genre dans la toilette. Ben, il y Que tu avait voyais dans le quelqu'un miroir. on dirait qu'il était en train de chier. C'est ça. Mais Vrabel a dit non, ça c'est comme, je sais pas, c'est quelqu'un de la famille, je sais pas si c'est son gars de quoi, puis il est plutôt gêné, il voulait pas être à la caméra, mais finalement il était sur la caméra pareil, puis on dirait vraiment qu'il est sur le bol. genre, le gars est comme, non, j'aime pas l'attention médiatique, je vais me mettre dans le coin là-bas, loin des caméras, puis finalement toute l'attention est sur lui. Ah, le petit gars est en train de chier pendant que les Titans font leur choix, puis là, Twitter, ça explose. Ah ouais. Pauvre enfant. Pauvre gars. Oh oui. Ben, regarde, pauvre gars, on va parler de quelqu'un qui est pas très pauvre depuis aujourd'hui. Derrick Henry. Vas-tu continuer à dominer la ligue? Ben oui, depuis aujourd'hui, on a juste aujourd'hui le 15 juillet. Puis il a signé un contrat de 4 ans, 50 millions avec les Titans. Il a fallu que je change mon script. Donc, dans le fond, quand j'avais fait mon script, j'étais en train de dire ils n'ont pas tant confiance en Derrick Henry s'ils ne signent pas. Fait que tu sais, il va falloir qu'il se prouve pour l'année prochaine. Mais là, écoute, c'est un autre dicton. Là, ils ont prouvé qu'ils y faisaient confiance, puis qu'ultimement, l'offensive tourne autour de lui, des jeux au sol. Fait que je pense qu'encore cette année, Henry va être dominant, même plus que jamais, avec la motivation d'un beau montant d'argent comme ça. Il va s'asseoir dessus.
Ah ouais, puis c'est un beau doigt d'honneur à tous ceux qui ont reaché pour Darrington Evans dans les Pool Dynasty. Putain, mes tabarnak! Ouais, c'est fait pour n'en avoir aucun. Ouais, ben là, mais ça c'est juste un côté parce qu'ils ont fait 2 grosses signatures. Ils ont aussi signé Ryan Tannehill. Confiance en Tannehill? C'est drôle parce que là, tu étais supposé me parler de Tannehill puis d'AJ Brown. Là. J'ai décidé que non. Parce que c'est drôle que j'ai pas tant confiance en Ryan Tannehill. Moi, j'ai quand même peur que ce soit un feu de paille. Tu sais, aux Dolphins, ça n'a pas été la grosse affaire, mettons. Tu sais, oui, il était en début de carrière, il était jeune, puis pour ça, il s'est pété le genou, là. Je suis quand même d'accord. Puis, c'était Adam Gay, son QB, son head coach. Fait que ça... Ok, ouais, j'ai quand même confiance en Ryan Tannehill. Je suis pas sûr que c'était un feu de paille l'année passée. Mais... Mais j'ai surtout confiance en AJ Brown. Moi, je veux en parler d'abord. Si tu me lances pas la POC, je vais aller la chercher dans le coin. Là. J'ai une confiance fois 1000 man, envers AJ Brown. C'est un gros receveur talentueux qui score des longs touchés. Mettons que ça te sauve un QB. Là, c'est peut-être pour ça que Tannehill il paraissait bien l'année passée. Là, c'est pour ça que j'ai un peu une petite affaire peur. Là. Mais je pense que la connexion va quand même rester bonne. Puis, tu sais, l'année passée, Jay Brown a fini 15e receveur avec un début en FPPR, avec un début de saison pas starter, après, tu sais, puis beaucoup de up and down. Là, je veux pas, c'était une recrue. Là. Puis là, en ce moment, il est drafté comme 14e receveur en FPPR. Fait que moi, je saute dessus. Ben, tu fais bien. Moi, je l'adore. Je l'adore. Je comprends pas. C'était de loin comme le consensus meilleur receveur du repêchage. Finalement, il n'a pas été repêché comme premier receveur dans ce draft-là. On dirait que tout le monde le ride off. Ouais, tu sais, on sait pas trop ce qu'il va faire. C'est comme un Metcalf, il est slot. meilleur. Yeah. Ouais, le Metcalf, il est meilleur. Ouais, mais il a prouvé que c'était un top dog, puis il a prouvé que quand tu as un bon joueur, puis que tu as un bon entraîneur, un aussi particulièrement, tu es capable de mettre à profit les talents de tes joueurs, même si c'est pas des joueurs traditionnels, mettons, comme on pourrait dire. Chapeau. Chapeau au titan. Là, on serait supposé enchaîner sur les Raiders, mais j'en ai vraiment long à dire sur eux. Quoi? Fait que je pense qu'on va garder ça en début du prochain podcast. On va arrêter ça là tout de suite. Un petit peu interrompu pour Bruno. Ouais, mais that's it, man. Je suis rendu au 3e podcast, puis vos clubs, ils ont passé dans le 2e podcast. C'est sûr des semi-perdants, là, mais moi, je suis dans les semi-gagnants. That's it. Ouais, puis ce qui est le fun aussi, c'est que après t'avoir entendu roaster les Redskins, je vais encore avoir une semaine pour scripter mon roast des Raiders. Fait que tune in, hein. Oubliez pas de subscribe, comme ça vous allez savoir exactement quand je vais roaster les Raiders. Ça va popper dans votre application de podcast. Ou sinon, on le publie sur Facebook aussi, Bruno. C'est ça. Facebook, Twitter, le podcast. Ben oui, c'est pas une question. Hein. Ben oui, Facebook, C'est Twitter. un fait. Hein. Wow. Ouais. YouTube. Je faisais une petite passe sur le tape, là. On met ça partout. Fait que prochain podcast, on kick off ça avec les Raiders. On a un paquet de bonnes équipes. Ça commence à être des bonnes équipes. Là. Après les Raiders, ça va commencer à être pas pire. Puis c'est ça. C'était un bon podcast. J'aimais ça. On a fait moins d'équipes qu'on pensait, mais qu'est-ce que tu veux quand on a du plaisir, hein? Ben, on a fait 2 podcasts de 7 équipes. Puis là, on rentre dans des équipes intéressantes avec les Raiders. Non, c'est pas vrai. On a fait juste 13 équipes. Attends, peu importe. Fait que, ouais, on rentre dans le croustillant, là. Yes, sir. Fait que merci tout le monde de votre écoute. N'oubliez pas, encore une fois, là, je me répète, là, mais j'ai comme pas le choix. Subscribez, likez, commentez sur toutes les plateformes que vous pouvez. Ça nous donne vraiment un gros coup de main. Puis sinon, on se revoit probablement la semaine prochaine avec le podcast numéro 3. Salut tout le monde! Ciao. Ciao. Ciao!